Nous allons donc maintenant ouvrir nos travaux avec, vous l'avez compris, sur ces questions de santé, de société, d'environnement. Également, à côté du positionnement scientifique et médical, un positionnement international. Notre métropole est tournée vers l'extérieur. La mondialisation est également un élément très important dans les réflexions aujourd'hui sur la santé et sur l'environnement. Et nous avons donc l'immense honneur et la chance, mesdames et messieurs, d'accueillir ce matin une personne qui a été à la fois ministre délégué à la santé et ancien ministre aussi des Affaires étrangères. Je vous propose donc d'accueillir pour les 10e tables rondes de l'Arbois, monsieur Bernard Kouchner. Je suis très impressionné. D'abord, il faut saluer, je vous salue, messieurs les doyens, les présidents, madame, chacun d'entre vous. Quant aux orateurs extrêmement brillants, je les écouterai, mais les salue d'avance. Mais il faudrait que tous ceux qui sont debout puissent trouver une place. Ah là, pas sur les marches, madame. Bon, alors voilà, j'ai un thème pour lequel j'ai beaucoup travaillé, bien entendu, me réjouissant de vous rencontrer, et sous l'insistance de M. Daniel Nahon, insistance très sympathique, et je le remercie parce que cette organisation, oui, ils ont tous été cités, moi je ne peux pas les citer tous, mais franchement, c'est très bien fait, très intéressant, et d'un très haut niveau, sauf moi, bien entendu. On me demande d'ouvrir sur un thème qui est absolument impossible à résumer en une demi-heure, et que je cite « Santé en France, santé dans le monde, quelques réflexions ». Bon, quelques réflexions, je veux peut-être y parvenir. Mais sinon, franchement, en dehors des progrès évidents des recherches, on ne peut pas séparer santé en France de santé dans le monde. Ça n'est plus possible. Nous avons la chance immense de bénéficier d'un système de soins et d'un système de prise en charge des soins qui fait l'envie de tout le monde. En Europe, il existe quelques systèmes comparables et peut-être même meilleurs, par exemple en Hollande maintenant. Mais lorsque vous dites dans n'importe quel pays du monde qu'avec votre petite carte verte qui représente l'affiliation à l'assurance maladie, vous pouvez rentrer n'importe quand, à n'importe quelle heure, dans tous les hôpitaux de France, personne ne vous croit. C'est une situation absolument exceptionnelle, dites-vous bien ça. Malgré les critiques, souvent justifiées, malgré une fréquentation hospitalière très difficile, des urgences débordées, malgré l'évolution un peu fâcheuse de la médecine de ville par rapport à ce que vous avez dit de vos préoccupations sur l'e-médecine, par exemple, malgré tous ces problèmes qui se posent à nous et qui feront que le métier se transformera complètement, les métiers de la médecine. Oui, il faut travailler, il faut que l'interdisciplinarité soit la règle. Mais d'abord, c'est pas la mode en France, le moins qu'on puisse dire, et c'est pas demain la veille. En attendant, tout va changer. Malgré tout ça, ce système est, je crois, encore un des meilleurs, sinon le meilleur. Quand vous avez vu que Barack Obama avait tant de chance, avec beaucoup de ténacité, mais lui ayant insisté, 20 millions environ, 25 peut-être, de ceux qui, aux États-Unis, bénéficiant d'un travail, n'avaient pas accès aux soins sans les payer eux-mêmes, vous voyez, dans le premier pays du monde, nous sommes vraiment bien loin de ces difficultés. Et pourtant, non seulement il est difficile d'envisager notre système sans le système ou l'absence de système des autres, mais ils sont évidemment, avec les voyages simplement, avec les maladies contagieuses
uniquement, mais aussi avec la demande précise de tous ces gens qui frappent à notre porte. Alors, je ne pense pas seulement aux migrants que nous avons d'ailleurs refusés, mais c'est ce qui se passera dans les années qui viennent entre les pays en développement, comme on dit pudiquement, et nos pays en Europe. Alors je reprends un tout petit peu tout ça, ayant asséné quelques difficiles évidences. La santé en France, d'abord, et j'ai vu avec Madame Buzyn que ça changeait un petit peu, dépend d'un système de financement qui, en général, n'appartient pas à la santé. Et c'est une belle erreur. Si vous n'avez pas l'argent de votre politique, l'argent, vous le demandez à quelqu'un d'autre. Alors il y a cette espèce de monstre des affaires sociales qui, en général, décidait, après vos décisions, si les progrès que vous souhaitiez ou les changements que vous souhaitiez, vous, ministre de la Santé, pouvaient être appliqués. Si ces changements coûtaient trop cher, vous n'y parveniez pas. Et le grand péché de tout ça, alors on est très content quand on arrive dans un ministère comme celui de la Santé, très prestigieux, un gros bâtiment, il y a plein de services, mais la difficulté, c'est de s'approcher de la réalité. Si vous avez envie de proposer une modification des réseaux administratifs ou des changements précis dans le domaine des avancées médicales ou dans le domaine de la prise en charge, vous n'êtes pas seul, bien entendu. C'est normal de ne pas être seul. Mais c'est beaucoup plus intelligent d'avoir quand même les moyens de sa politique. C'est-à-dire que j'ai toujours milité pour que l'argent de l'assurance maladie, pas des affaires sociales, pas des accidents du travail ou de la retraite, etc. J'en sais rien d'ailleurs, on aurait pu aussi. Mais de toute façon, au moins l'argent de la maladie avec la maladie, ou avec le bien-être, ou avec le combat pour la maladie. Bon, ça, c'est ce que Madame Buzyn a enfin trouvé. Je crois que ça a été fait une fois avant, en tout cas pas avec moi. Moi, je militais pour qu'on ait l'argent de ces décisions, et je l'ai eu une fois. Je voudrais aussi vous rappeler, parce que c'est le début de ma triste carrière, d'ailleurs je n'ai pas fait de carrière, enfin elle n'est pas finie. Quand je suis arrivé, je vais vous raconter, parce que c'est quand même tout ça une suite de coïncidences, j'avais eu une petite connaissance des problèmes du monde avec la création de Médecins sans frontières qui n'est maintenant que la première organisation médicale mondiale, et je crois même mieux que la Croix-Rouge internationale, avec un financement très pérenne, et je crois que nous n'avons pas mal réussi. Ceci procure, par rapport à notre vision française, par rapport au quotidien de la France, tout un pesant fardeau de questions récurrentes et de préoccupations continuelles. Quand vous travaillez, à l'époque c'était surtout en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique centrale, etc., dans le dénuement absolu, dans l'absence d'équipement complet. Ceci se passait à partir des années 68. On va célébrer, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais enfin on va célébrer mai 68 en France. Mais mai 68 en France, c'est aussi les 68 qui nous ont vus partir pour la première fois dans l'Afrique profonde, pour laquelle nous n'étions absolument pas préparés. Nous ne savions pas ce qui se passait. Même la pathologie nous était inconnue. Vous savez, à l'époque, c'était des études sur les pathologies exotiques. Ça veut dire que c'était surtout de savoir ce qu'il faut faire pour les touristes qui passaient. Mais ceux qui arrivaient sur le terrain, la nourriture, la pauvreté, ces grands dangers, ceux qui sont mortifères, ne connaissions rien du tout. Et pourtant, nous avions fait de belles études et de beaux hôpitaux nous accueillaient. Donc à partir de 68,
il était impossible de revenir dans ce doux pays, la France, avec cette espèce de manque universel qui nous étreignait. Comment aménager justement santé en France et santé dans le monde? Comment pouvoir, le mot est effrayant parce que c'était collaborer avec eux, être avec eux, mais apprendre d'eux autant que nous apprenions, pas dans les mêmes domaines. Et ça, c'était très difficile. La part réservée aux actions internationales du ministère de la Santé était dérisoire. Il n'empêche, il fallait bien l'utiliser. Et donc, cette discordance, cette énorme différence ne m'a pas, en ce moment, quitté. Cette angoisse de voir les gens sans rien, je pense que c'est ça, la pathologie de la pauvreté. C'est quelque chose qui est forcément pas médical. C'est médical aussi, mais c'est surtout politique et économique et politique, comme vous voulez. Alors, il y avait un dogme absolu, c'est que les médecins ne font pas de politique. Dommage. Et nous n'avons évidemment pas respecté cela. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, pourquoi la santé publique était le parent pauvre de la médecine? Être agrégé de santé publique, ça voulait dire qu'on n'avait pas réussi les autres. Eh bien, c'est une erreur profonde. Oui, c'est politique, la santé publique. D'ailleurs, avoir des assurances sociales, avoir un système de santé financé, c'est politique. En effet, c'est très politique et de bonne façon. Mais si vous vous intéressez au reste du monde, alors là, ça devient vraiment terriblement, terriblement difficile. Et il y a cette idée de la couverture maladie universelle. Nous y reviendrons. Mais au début, les Médecins sans frontières, on n'avait pas créé Médecins sans frontières. Je ne vous parle pas de ma vie personnelle, dommage d'ailleurs, intéressant. Hein, mais... Enfin, nous n'avons reçu que le prix Nobel de la paix, et votre serviteur personnellement. Donc ça ne devait pas être mauvais. Eh bien, nous n'avons été reçus par le Conseil de l'Ordre que 10 ans après la création. Nous n'avons été... Vous savez qu'on ne pouvait pas partir. Il a fallu que je devienne ministre de la Santé pour faire un décret disant que ceux qui, quittant un service hospitalier, où ils étaient certes très utiles, mais pas forcément indispensables, partant pour 6 mois, ils n'étaient pas payés. Tu te souviens, Philippe? Bon. Alors, avec un décret d'un type qui ne connaissait rien, moi, en l'occurrence, on continuait d'être payés. Alors que c'est l'essence même des choses. Que si vous n'allez pas sur place, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est le dénuement. Comment combattre et vaincre le dénuement, ça? Hélas, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler, mais quand même, c'est intimement lié. On s'est agité pour essayer de contrebattre le virus Ebola, et d'ailleurs de bonne façon. Mais c'est à chaque fois, parce qu'il y a une épidémie ou parce qu'il y a un grand scandale humanitaire, médico-humanitaire, d'ailleurs je ne sépare pas l'un de l'autre, qu'on se réveille et qu'on se dit que finalement notre politique de développement n'est pas suffisante. Oui, notre politique de développement est largement insuffisante. Alors c'est facile à dire, et quand les présidents de la République voyagent dans les pays de dénuement, ils promettent des tas de choses. Seulement, en général, ils ne tiennent pas ces promesses. Et quand vous comptez, mais vous n'avez pas le temps de faire tout ça, parfois 20% de l'argent promis arrive, parfois 30% quand c'est un miracle. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour nous, la France, pourtant pays qui avait une réputation médicale, pas seulement médicale d'ailleurs, mais médicale très particulière et très positive, en Afrique en particulier, mais aussi dans le reste du monde, nous ne pouvons pas faire face à des besoins élémentaires. Je vous rappelle qu'un individu meurt de la qualité de l'eau tous les 7 secondes dans le monde. Si vous ne parlez pas de la santé publique, si vous ne parlez pas dans la santé publique de l'accès à l'eau, et à l'eau potable, vous parlez de rien. Alors, c'est très loin et très parachuté tout ce que je vous dis, parce que j'ai encore que... Oui. Donc, quand nous avons, après avoir quelques expériences dans des pays difficiles, ou pas forcément dans les guerres, aussi dans le dénuement quotidien, parce que dans les guerres et dans les conflits, je vais vous en parler avant de finir, ça c'est sûr,
Ça, c'est pas de la médecine non plus. Il faut les laisser mourir. Bon, si vous les laissez mourir, ça simplifie le problème. Mais si vous voulez tendre la main, dans les conflits, c'est plus compliqué. Et donc, revenant de ces pays de dénuement médical, il nous apparaissait nécessaire de participer à ce mouvement et la France seule ne pouvait pas le faire. Elle pouvait apporter sa part, elle devait apporter sa part, mais seule, ce n'était pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait l'Europe. Eh bien, il n'y a plus l'Europe. J'exagère. D'accord, j'exagère. Oui. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rêve d'Europe, qui était la solution à un certain nombre de nos problèmes, de l'insuffisance de réponse nationale, c'était de se tourner vers les 27 pays de l'Union européenne. Et c'était notre espérance, très particulièrement pour l'action humanitaire, très particulièrement pour la médecine. Vous savez que la médecine n'était pas dans les traités. Vous savez que la recherche, quelques mouvements de recherche pouvaient s'opérer avec une participation européenne, mais très peu. Alors, cette espérance européenne, j'espère qu'elle n'est pas complètement détruite. Enfin, quand vous voyez que l'Angleterre s'en va et que l'Italie a élu des gens qui ne sont pas très pro-Union européenne, vous êtes quand même très mal parti. Alors j'espère que Mme Merkel, que M. Macron, ça va. Vous savez, dans l'Europe, il faut l'unanimité pour changer les choses. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir l'unanimité dans les mois qui vont venir. Donc nous avions ce fardeau, cette technique médicale française critiquable, mais efficace, avec des progrès, des investissements, des nouveautés, et finalement quand même une harmonisation administrative qui n'était pas mauvaise. Et à côté de cela, nous n'avions plus cet accès facile, en tout cas efficace, pas toujours facile, en tout cas que nous voulions efficace avec le reste du monde. Vous savez, la coopération, il y avait une coopération militaire, il y avait une coopération médicale et militaire, il y avait une coopération médicale civile, et bien tout ça est en train de disparaître. Enfin, il y a des ONG, organisations non gouvernementales, bien sûr, mais enfin, cette évidence de la présence des médecins français est en train de se fissurer. Comment faire? J'en sais rien. Je crois qu'au contraire, nous sommes, malheureusement, nous avons évolué vers plus d'indifférence qu'il n'y en avait. Peut-être que la crise en Europe, sans doute même avec la crise en Europe, nous avons acquis un égoïsme ou penché vers un égoïsme qui n'était pas celui-là il y a quelques 15 ou 20 ans. Pourtant, ayant proposé, je crois même la première année où je suis rentré au gouvernement, j'ai proposé un service civil humanitaire. C'est quand même en train de se faire, 25 ans après. Ça, c'est pas mal. Comment ça se passera? Avec quel financement? Combien de temps partir? Tout ça est ouvert, j'en sais rien, mais ça, c'est une mesure extrêmement positive. Pas seulement parce qu'on y apportera à la place des autres une technique, et si on parle de la médecine, des gens diplômés, etc. Non. Parce qu'on ira sur place, parce qu'on les rencontrera, parce qu'on les regardera dans les yeux, parce qu'on établira un contact humain et une fraternité peut-être, en tout cas, une espèce de connaissance qui est indispensable pour comprendre le reste du monde. Parce que mondialisation, je crois que la France est très en retard sur ce contexte. La mondialisation, c'est pas maintenant que ça commence, c'était il y a des années et des années. Et nous avons évolué, au contraire, parce qu'il y avait cette idée européenne, qui était très positive, bien sûr, vers quelque chose d'un peu séparé des autres. Je vais pas souvent en Afrique, je participe de mouvements médicaux et de construction d'hôpitaux, etc. On ne voit plus d'investissement français en Afrique. Je sais qu'il y a Vincent Bolloré, heureusement d'ailleurs,
Mais franchement, les autres, vous pouvez aller voir les banques et demandez-leur de vous aider pour un projet en Afrique. Les banques françaises n'avaient aucune chance, très peu. Ou alors vous êtes un gros mouvement, ils ont confiance, etc. Évidemment, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, on avait la coopération. Mais là aussi, il y a de moins en moins d'argent. Alors comment on fait? Il faut absolument changer son logiciel et son paradigme, les deux à la fois. Il faut que ce soit contenu dans nos activités personnelles, que les autres sont là, les autres. Ou alors, on s'étonne et on ne les accepte pas, qu'ils prennent tous les risques pour venir dans notre pays, et je parle un tout petit peu de la migration. Vous direz que je suis loin du sujet médical, pas du tout. Si vous ne prenez pas ça à cœur, sinon en charge, la médecine française et la médecine mondiale, la médecine de pointe, les recherches, tout ça, ça marche pas mal. Il n'y a pas assez d'argent, d'accord. Enfin, pour nous, ça marche pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui se noient devant nous? Eh bien, chers amis, dans le pays des droits de l'homme, on n'a rien fait. On en a pris 5000, allez, je vous en donne 7000, malgré les promesses. Quand j'étais petit, non, pas avec Médecins sans frontières, car ils avaient refusé, mais en faisant après Médecins du Monde, nous sommes allés secourir en mer de Chine, à 12 000 kilomètres, on a envoyé 7 bateaux français, dont un bateau hôpital, à 12 000 kilomètres. Et grâce au gouvernement français de l'époque, autour de l'île de Lumière, ça s'appelait le bateau, le premier, on a pris 132 000 réfugiés. Et en tout, on a pris, venus du Vietnam, 300 000 personnes. Est-ce que vous avez entendu parler de difficultés? Ça s'est passé très bien. Il y a eu des centres d'accueil pour la médecine. Il y a eu très particulièrement des démarches envers eux, etc., etc. Et là, la mer Méditerranée, c'est la mer sur les plages de laquelle nos enfants jouaient. C'était en face de nous. On en a laissé mourir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça nous sera très profondément reproché, et pendant longtemps. C'était l'idée. Alors, évidemment, il faut dire, c'était des musulmans. Ça a compté, le moins qu'on puisse dire, dans l'absence d'accueil. Mais c'est une grande erreur, parce que ces musulmans fuyaient justement l'islamisme et l'extrémisme, qui les frappaient, eux, dans leur famille. Ils en étaient morts, certains membres de leur famille, et ils savaient tout ça, ils avaient l'expérience. Donc je crois que c'est une très grande erreur qu'a commise la France, et heureusement, Madame Merkel, qui l'a payée d'ailleurs, politiquement, elle en a pris, mais je ne demandais à personne, surtout pas au gouvernement français, d'en prendre 1 million, comme elle l'a dit. Moi, je pense que si on avait pris 50 000, déjà c'était un petit geste. 100 000, c'eût été formidable. Nous ne l'avons pas fait. On ne peut pas parler de médecine dans le monde si on laisse mourir les gens. Ou alors on sépare de façon scandaleuse la pratique médicale pour ceux qui ont accès, ou en gros pour ceux qui vont bien, et puis ceux qui meurent, après tout, on s'en fout. Moi, j'ai toujours lié ces deux phénomènes. La pauvreté, les guerres, la mort, les massacres de masse. Alors, je reviens pour finir. J'ai 5 minutes. Quand j'étais tout petit, Médecins sans frontières, on s'était aperçu, venant des pays difficiles, que chez nous, il y avait des problèmes, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas soignés, qu'il y avait des grossesses qui n'étaient pas suivies, des diabétiques qui couchaient dans la rue, des maladies cardiaques, etc. Et d'ailleurs, c'était un chirurgien, Alain Deloche, chirurgien cardiaque, qui a dit « Ma mère m'a engueulé, il faut qu'on fasse quelque chose ». Nous avons ouvert la première, comment je dirais, j'allais dire boutique, parce que c'était une boutique de quincaillier avant, mais bon, rue du Jura, consultation, et le sida arrivait. Je n'ai pas le temps de vous parler du sida, mais ça a tout changé. Qui est donc une consultation anonyme et gratuite pour ceux qui, en effet, n'avaient pas accès. Il n'y avait pas de couverture maladie universelle.
on n'avait pas systématiquement... Nous avons suivi pour prouver aux gens qu'il y avait des malades qui frappaient aux portes des hôpitaux et qui n'étaient pas admis parce qu'ils n'avaient pas les papiers nécessaires et qu'ils n'étaient pas couverts. On a fait une démonstration télévisée, et c'était à la Pitié-Salpêtrière. Le type n'est pas rentré. Bon, bref. Un jour, un matin, c'était à l'époque des élections, on nous annonce que le président Mitterrand allait venir visiter la rue du Jura. Moi, modeste comme je le suis, j'ai dit que je ne voulais pas être là, parce que le président, blablabla. Non, le président, moi, pas lui. Donc je n'étais pas là, mais je sais ce qui s'est passé. Il est venu rue du Jura et il a vu ce Capharnaüm invraisemblable. Encore une fois, c'était le début du sida. Et il a rencontré exceptionnellement le clochard qu'il connaissait le mieux, qui était le clochard de sa rue de Bièvre. Il s'appelait Albert. Ah, Albert, ah, François. Bon, l'après-midi, il m'appelait et il me demandait ce que je pensais. J'ai dit que je pensais qu'il fallait un revenu minimum pour tout le monde en France. C'est comme ça que le revenu minimum d'insertion m'a été confié comme secrétaire d'État. Enfin, on me l'a piqué tout de suite parce que c'était le gouvernement Rocard, il l'a confié à Claude Évin. Bref, enfin, j'ai eu ça pendant 2 ou 3 mois, pas plus. Et après, on s'est rendu compte que cette activité médicale apportait beaucoup plus que la médecine, mais la médecine aussi. Et je vous dis tout net que j'ai beaucoup plus appris avec Médecins sans frontières et Médecins du monde que je n'ai appris en étant non seulement ministre de la Santé, mais surtout ministre des Affaires étrangères. Là, vous apprenez rien du tout. Si vous ne connaissez pas, personne ne vous apprendra. Conclusion. Conclusion, c'est à la génération que certes, certains d'entre vous représentent, mais pas tous, que je ferai confiance. Il faut changer complètement de vue. Il n'y a plus d'activité seulement nationale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'activité nationale. Il y en a, il en faut, il faut perfectionner. Il y a plein de choses à faire en médecine. Moi, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait la loi droit des malades, par exemple. Regardez ce que c'est. Gros progrès. Bon, et Madame Buzyn va faire des choses formidables, j'espère. Mais il faut, une fois pour toutes, faire comprendre que ça coûte plus cher. Si vous dites ça, vous n'êtes pas élu. Ça dépend, hein. Macron, il a été élu, on ne savait pas qui c'était. Si vous dites peut-être la vérité, comme il a l'air de le dire, peut-être qu'on comprendra que si vous voulez conserver un bon système de santé avec la longévité qu'on connaît maintenant et les progrès, la prise en charge de nos vieux, qui ne doit pas aller mourir à l'hôpital, qui doit être chez eux, on apprend ça dans le tiers-monde. On ne lâche pas ses parents. Alors c'est compliqué. Compliqué pour la construction, compliqué pour l'argent, impossible, dit-on. Eh bien, il faut le faire, cet impossible-là. Si vous pensez qu'on peut autrement, qu'en donnant les faits, si vous voulez, on se plaint des urgences en ce moment. Il y a de quoi quand vous restez 7 heures et que vous ne voyez personne, d'accord. Mais si vous voulez, alors il ne faut pas dire qu'on va réduire les hôpitaux. Il faut dire le contraire. Oui, on va en construire d'autres, ou en tout cas, on va faire que les urgences soient mieux organisées. C'est capital, oui, c'est capital. Si on a de l'argent, s'il y a des médecins et qu'on les paye bien, on ne peut pas dire miraculeusement on va organiser l'hôpital quand il y a 200 personnes et qu'il y a 3 médecins de garde. Allons. Eh bien, c'est ça qui se passe. Donc, il faut absolument, comme c'est d'ailleurs dans le système Alsace-Lorraine qu'on devrait imiter, vous savez qu'au système Alsace-Lorraine, on vous dit ce que ça a coûté cette année, c'était Bismarck et c'était pas Beveridge, enfin bon. Ça a coûté ça, bon, ben alors on remonte un peu les cotisations, ça s'appelle l'assurance. Or nous, on ne fait jamais ça. Je suis sûr que les Français le comprendraient. Mais il faut le donner avec certitude, avec une espèce de sincérité visible, avec des possibilités de contrôle. Sinon, ça ne marchera pas. Si on dit qu'on va faire des économies, ben monnaie. Fermez un hôpital en France, vous allez voir les CRS. Vous en aurez besoin. Hein. Bon, première chose à propos de la santé, et dernière chose. Mais tout ça ne peut exister que si la vue est globale. Parce que ce que j'ai dit des migrants et notre absence de réaction
coupables, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. C'est pas seulement parce qu'il y a des guerres qui viennent. La moitié, ce sont des migrants économiques. Je ne dis pas qu'on peut les prendre tous, sûrement pas. Mais ça va se poursuivre parce que nous sommes un rêve pour tout le monde. J'ai commencé par dire, c'est tellement différent d'avoir des hôpitaux où vous pouvez rentrer par rapport aux gens qui ne peuvent pas rentrer, d'abord parce qu'il n'y a pas d'hôpital, et parce qu'ils ne savent pas où aller, et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les systèmes privés. Évidemment, ils vont venir chez nous. Vous voyez à la télévision toutes ces séries qui passent partout, et ce n'est pas seulement les séries. La vie que nous menons, rendons-nous compte ce que c'est par rapport à l'immense moitié du monde. Donc ils continueront de venir. Et puis dernière chose, moi je pense que nous sommes, vous l'avez constaté, les événements de cette dernière semaine sont suffisamment éloquents pour que je m'éloigne encore une fois de la médecine. Ah oui, c'est pas de la médecine ces assassinats, Carcassonne, Teigle, non. Et la vieille dame assassinée à Paris, c'est pas de la médecine. Mais c'est cet esprit que nous devons combattre si nous voulons que notre médecine, faite d'humanité, de main tendue et de technique, soit mieux acceptée et soit, comment dirais-je, aussi confortable qu'elle doit être. L'espoir européen demeure, moins qu'avant. Les haines à travers le monde se renforcent. Je dis ça parce que quand on a été, comme bien d'entre vous, bon nombre d'entre vous, ou vos fils ou vos filles, médecins dans des pays musulmans, comme je l'ai été pendant je ne sais pas combien, 35 ans, quand vous connaissez intimement, parce que c'est un très beau passeport la médecine, pour aller vers les gens, quand vous connaissez intimement leur état d'esprit, malgré que j'ai l'espoir au cœur et que je sois résolument optimiste et quand même assez dynamique, c'est plus la même chose. Il y a des tensions, c'est un mot pudique, des haines, des fracas. D'accord, il y a eu le temps de la colonie, d'accord, il y a eu la décolonisation, d'accord, il y a ces différences énormes entre les riches et les pauvres. Et je ne suis pas en train de prêcher la révolution, hein. J'ai fait ça quand j'étais petit. J'ai échoué. Enfin, moi, rien, mais eux, oui. Mais il y a cette extraordinaire animosité qui s'installe. Chez nous aussi. Et donc, pour faire de la bonne médecine, il faut pouvoir soigner tout le monde. Il faut absolument soigner tout le monde. Être avec eux. Et je pense que c'est le primum movens, ce que je sais là. C'est l'évidence que nous ne pouvons pas être en vase clos. Alors il y aura Google, l'e-médecine et votre téléphone qui vous permettra de déceler les cancers de la peau et faire des analyses, même pas sanguines, avec la sueur. Ça marchera mieux, vous croyez? Non. Quand vous voyez dans la rue des gens qui marchent en parlant, chaque fois vous vous tournez un peu, tiens, il me parle. Non, non, pas du tout. Il parle à quelqu'un, il parle très fort, mais les gens ne se parlent pas, mais ils téléphonent. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la catastrophe, que tout est foutu, que notre civilisation a tout gâché. Je suis en train de vous dire que c'est merveilleux d'être en France, à Aix, ici, dans cette pôle extraordinaire, Aix-Marseille, d'organiser avec tant de gens des échanges, mais moi je suis frustré parce qu'après ce non-discours, il n'y a pas de questions à Bernard Kouchner. Je suis absolument désolé parce que c'est ça que je voulais que vous m'en posiez. Alors, est-ce que j'ai, monsieur, l'extrême, comment dirais-je, un bénéfice supplémentaire? On pourrait me poser une ou deux questions. Je n'ai pas parlé politique, je n'ai pas parlé du monde, je n'ai rien dit. Je pense qu'on ne va pas pouvoir vous refuser ça, monsieur le ministre. Donc, je vais passer dans la salle. Merci, merci. Bah écoute, il a Alors,
Voilà, donc on va simplement utiliser, si vous voulez bien, une règle du jeu, que les questions soient rapides. Oui, bien sûr. Voilà. Hein. Et les réponses aussi. Voilà, ça sera parfait. Donc, quelqu'un a levé la main. Je vous propose, monsieur, puisque vous savez que nous sommes, malgré ce qu'a dit monsieur Kouchner, quand même, les téléphones ont du bon, donc on est sur Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Donc présentez-vous, s'il vous plaît, avant votre question. Merci. Bonjour à vous tous, donc Jonathan Leroy, je suis ingénieur, architecte et aussi naturopathe. Donc je travaille sur l'approche globale de la santé, et quand vous aviez évoqué la santé en France et la santé dans le monde, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas qu'aussi toutes nos disciplines de santé se mélangent un peu plus pour essayer de converger vers l'homme, qui est quand même le point commun de tous nos territoires. Merci monsieur. Écoutez, vous avez sûrement raison, mais c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on se mélange, ça se fera. Mais d'abord, on refuse les gens, on les refusera malheureusement. Je comprends qu'il aurait fallu organiser les choses, etc., préparer, informer. Mais vous ne pouvez pas mélanger les gens comme ça. D'abord, nous avons une période économique difficile en ce moment. Nous avons l'air de nous en sortir, c'est heureux. Mais regardez comment on a refusé. Vous savez, quand j'ai vu qu'on installait les CRS entre l'Italie et la France, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Entre l'Italie et la France, il faut tout changer. Les migrants arrivent seulement dans le pays. Enfin, d'abord, ils sont accueillis dans un premier pays. Alors, la géographie exige que ce fut la Grèce, puis l'Italie, l'Espagne, etc. Et alors donc, vous savez combien il y en a en Italie? Nous, on en a pris 5 000. Il y en a 650 000 en Italie. Il faut changer ça, il faut qu'il y ait une répartition européenne. Or, on ne sait pas demain la veille. Et l'Europe a refusé de partager le fardeau. Il y a eu à Bruxelles une proposition du commissaire, elle a été refusée. Il faudrait pouvoir stabiliser, accueillir doucement, et nous-mêmes aller chez eux, encore une fois, faire que les choses s'échangent, mais c'est pour le moment pas envisageable. Bon. Monsieur, vous avez le micro, allez-y. Oui. Très rapidement, il y a une question qui nous taraude, je pense, dans le fil de ce que vous avez dit. C'est la question du devoir d'ingérence. Oui. Parce qu'on sait que c'est très compliqué à gérer, en fait, quand on fait le bilan après coup des interventions. Merci de cette question. J'ai passé ma vie à essayer d'installer un devoir d'ingérence devenu responsabilité de protéger. C'est d'ailleurs, j'ai pas fini, c'est pas parce que Mitterrand est venu rue du Jura que ça s'est passé, il m'a demandé, j'y ai été, je lui ai dit, je veux le devoir d'ingérence, il faut demander à l'ONU. S'il n'y avait pas eu un pays pour le proposer, c'est-à-dire la France, ça n'aurait pas été voté. Donc, dans mon esprit, le devoir d'ingérence voté par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, beaucoup, c'est la responsabilité de protéger maintenant, et c'est quelque chose de préventif. Parce qu'avant, et même maintenant encore, on intervient. Quand on intervient, c'est après, parce qu'il y a eu des images de télévision, parce que les gens meurent, parce qu'il y a une épidémie, etc. Évidemment, c'est avant qu'il faut intervenir avec des signes. Il y a eu des tas de préparations, des tas de comités de surveillance, etc. Mais malheureusement, et depuis la Libye d'ailleurs, c'est très difficile de convaincre, parce qu'on a dépassé. Il faut passer par les Nations Unies. Si on ne passe pas par les Nations Unies, ça veut dire une vraie guerre. Bon. Or, moi, je ne suis pas partisan des vraies guerres. Enfin bon, parfois on est obligé. Mais passer par les Nations Unies, ça veut dire consentement du Conseil de sécurité. Ça veut dire que les membres permanents ont le droit de veto et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc le droit d'ingérence pour le moment, la responsabilité de protéger, ça a marché plusieurs fois. Ça a marché d'abord pour les Balkans, ça a marché en Macédoine. La Macédoine comprenait la bille, enfin, il y avait des Albanais et des Serbes. On a envoyé 800, c'est pas énorme, casques bleus, majoritairement américains d'ailleurs. Il n'y a pas eu de guerre. C'est le seul pays qui a échappé à la guerre. Et puis, ce qu'on a fait au Mali avec les avions français, c'est-à-dire empêcher les extrémistes d'arriver dans la capitale, ça a protégé le pays, mais ce n'est pas réglé du tout. Et d'ailleurs, il y a encore nos soldats, il y a 12 000 ou 8 000, je ne me souviens plus, soldats de l'ONU.
c'est pas suffisant. Mais enfin voilà, ça marche un petit peu dans ces endroits-là. Sinon, ça marche plus. On peut pas dire que, même la Libye d'ailleurs, on peut pas dire que l'Irak... Écoutez, c'est tragique, mais on va s'arrêter là. Il y a eu 400 000, sinon 500 000 morts en Syrie. Il n'y a pas eu une manifestation imposante en France. Vous dire que la situation a changé dans la tête des gens quand même. Hein. Avant, on n'aurait pas pu penser ça. Et les gens allaient se manifester, ne serait-ce que pour la paix. Ça ne veut rien dire, mais enfin quand même, c'était là. Eh bien, on ne l'a pas fait. Donc il y a une régression de la générosité et une régression de l'indignation, et j'en suis tout à fait Marie. On va prendre les 2 dernières questions, donc madame, et puis ensuite madame derrière. Allez-y. Ivy Lang, membre du collectif Agir, qui accueille à Aix-en-Provence et dans le Pays d'Aigle les réfugiés avant qu'ils aient obtenu leur statut. Je voulais savoir comment, en tant qu'ancien, prix Nobel de la paix, ancien ministre, inventeur, entre guillemets, du droit d'ingérence, vous pouvez agir pour faire en sorte que ce que chacun fait petitement dans son coin soit fait collectivement avec votre pouvoir d'influence. D'abord, j'en ai pas. En tout cas, j'en ai plus. Mais madame, j'ai essayé. J'ai hurlé partout qu'il fallait, comme on l'avait fait pour les Boat People, prendre en charge, encore une fois, j'en voulais pas 1 million, mais prendre en charge. On n'avait même pas d'effort commun au début. Il y avait pas, vous savez, la flotte française, elle est à Toulon. C'est pas loin. Eh ben, bon, François Hollande l'a envoyé 2 fois pour un séjour de je sais pas quoi, 3 semaines. C'était déjà ça, mais enfin, c'est pas assez. Il fallait en permanence accueillir, ou même si on les accueillait pas, il fallait les empêcher de se noyer, même si on devait les raccompagner en Libye. Donc je ne disais pas qu'il fallait prendre tout le monde, sûrement pas. Mais bon, je sais en France, mais vous le savez tous, il y a eu des tas de comités qui se préparaient. Dans les municipalités, dans les ONG, dans les associations quelconques, dans les fondations, etc., on attendait ces réfugiés. Ils ne sont pas venus. Oui, on peut organiser ça, bien sûr, mais vous savez, tout le monde courait après ou contre le Front National, et alors maintenant, les émigrants qu'on n'a pas pris ont été une des raisons des nouveautés politiques, des éclatements politiques en Angleterre, partout, et d'ailleurs en Allemagne aussi. Il fallait organiser les gens, il faut faire confiance à la société civile, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec elles. C'est pas nouveau, mais voilà, moi je suis pas capable, ça n'a pas marché, il y avait cette peur, ce chômage, et par rapport au... Mais l'Italie a plus de chômage que nous, ils les ont pris. Alors la dernière question, donc... Dernière. Bonjour, Danielle Ville-de-Perrière, présidente d'une association internationale. Vous avez évoqué tout à l'heure l'approche par un changement de paradigme. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée ? Eh bien, il faudrait se rendre compte que nous ne sommes plus seuls au monde, que l'excellence de la France n'est pas en question, bien sûr, mais qu'on ne peut plus être le nombril ni de l'Europe ni du monde. Il faut que notre raisonnement soit un raisonnement international, mondialisé, comme le sont toutes les entreprises américaines qui ont plus d'importance que nous. Vous savez, non seulement en termes financiers, mais en termes politiques, les GAFA, comme on dit, les grandes entreprises que vous connaissez, regardez ce qui vient de se passer avec les données personnelles et Facebook. Enfin, voilà, c'est ça le pouvoir. Et il faut qu'on puisse répondre de façon ou modifier de bonne façon. Ça veut dire que notre démarche personnelle, familiale, locale, doit être pensée au niveau... Alors, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr. C'est pas parce que je pense à l'Afrique que je lui fais du bien en me lavant les dents. Non, mais nous devons avoir un jumelage sentimental et technique permanent. Facile à dire, très difficile à faire. Nous avions ça s'appelait la colonie, c'est pas ce que je regrette, hein, mais il y avait des rapports qui ont disparu complètement. Encore une fois, je suis désolé
que nos entreprises ne puissent se développer en Afrique. Regardez les Chinois. Ah, ils ont compris. Ils sont partout. Et ils ont de l'argent. Et ils travaillent. Et nous, on ne peut pas faire ça. On est foutus si on ne peut pas faire ça. Pas foutus s'il y a l'Europe. Mais s'il n'y a pas d'Europe, hein, la France, c'est pas beaucoup. Et dites donc, il y a un sujet qu'on devrait... Oui, j'ai fini. Merci de m'avoir permis ça. Est-ce que vous avez pensé à la démographie mondiale? Ah, on n'a pas le droit, parce que le bon Dieu ne le veut pas. Eh bien ça, c'est une bombe terrible. Et parler de l'équilibre du monde et de la mondialisation sans parler de la démographie, c'est vraiment trop superficiel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Bernard Kouchner.